Bienvenue dans l'épisode 2 du radeau de la Méduse. Et après le contexte, on passe au tableau. On retrouve notre héros Théodore Géricault en 1817. Ça fait un an que le naufrage a eu lieu et lui rentre de son voyage de peinture en Italie. Et là, il tombe sur le récit de 2 des 10 survivants. J'ai envie de te dire, fait divers, Christophe Ondelat de l'époque, les mecs étaient bien sûr à fond sur le glauque. Du coup, ça part en interview, genre gala, voici tout ça. Les mecs se lâchent sur les détails bien crus, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. En fait, il y a une histoire de censure. Mais les différentes autorités s'envoyaient de la merde à la gueule, et en levant la censure, ça permettait de mettre en lumière les nominations des commandements incompétents pour des questions de pouvoir et non de mérite, nanana, c'est-à-dire on met tel mec sur le bateau, ça fait 20 ans qu'il n'a pas navigué, mais il est incompétent, du coup, ça fait des naufrages. Donc, dans les journaux, ça permet aussi de dénoncer le pouvoir en place. On revient au glauque. Glauque plus politique de torpillage, ça prend une ampleur de fou ce naufrage. On en parle partout. Théodore se dit, quand même, s'il peint sur le sujet à la mode, on va parler de lui, hop là, le succès, money, money. Est-ce qu'il ne sera pas un petit peu arriviste, notre Théodore? Un petit peu. Il va jusqu'à rencontrer les rescapés pour vraiment s'imprégner de l'horreur. Un mec sympa. Parce qu'il voulait retransmettre une perception authentique, que les spectateurs de sa peinture soient aussi sur le radeau. D'accord? On ne regarde pas le radeau, on est dans le radeau. Donc il va s'installer près d'un hôpital, il déménage complètement, hein, et là le mec part dans les pires ténèbres ever pour préparer sa peinture. Il va squatter à l'hôpital, le mec est tout le temps là. Il dessine un max de cadavres pour comprendre l'aspect de la couleur de la peau d'un mort, pour voir l'aspect visuel d'une rigidité cadavérique, parce que ça a 5 minutes d'imaginer. Mais lui, il avait l'ambition de réalisme et de vérité historique. Il va jusqu'à se mettre à 4 cm des gens en train de mourir pour bien voir leur visage, leurs yeux quand la mort s'empare d'eux. Après, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, j'arrête pas de le dire, le public pouvait se rendre, comme on rentre dans une boulangerie, à la morgue pour observer les morts et les autopsies qu'ils en faisaient. Une sortie du dimanche en famille, somme toute. Il se fait aussi des petits doggy bags avec des membres en décomposition qu'il ramène dans son atelier. Et c'est comme ça aussi qu'on sait qu'il avait emprunté une tête à un asile, qu'il avait juste oublié de la rendre. Alors, déjà, les livres avec la médiathèque, j'ai du mal. La tête, un peu plus compliqué. Pour construire son tableau, il est extrêmement méthodique. C'est comme une reconstitution. Il reconstruit un modèle du radeau dans son atelier, grandeur réelle, grâce aux indications des survivants auxquels il parle, et il est super précis jusqu'à l'emplacement exact des planches du radeau. Creepy! Il se fait un vrai dos de psychopathe, il réunit plusieurs reproductions de peintures du naufrage, va avoir des tempêtes sur le bord de mer, parle à fond à des peintres qui peignent beaucoup de marines, de naufrages, de bateaux, de tempêtes. Voilà, le mec c'est Erin Brockovich version grand malade. Il fait énormément, mais vraiment énormément de brouillons. Il galère à choisir le moment à représenter. Parce que le naufrage, c'est une chose, mais est-ce que le bateau qui s'arrête? Est-ce que les mecs qui choisissent les équipes? Voilà, il y a trop de choix et il a du mal. Donc il fait vraiment énormément de brouillons. Ah, je vous rappelle, le mec est dans Signe Astro, il est balance. Hein, c'est compliqué de faire un choix. Il hésite entre la mutinerie du Day 2, le cannibalisme, le sauvetage. J'ai mal fait le ton. On refait. Il hésite entre la mutinerie ou le cannibalisme ou le sauvetage. Voilà, c'est plus clair, merci Mehdi. Il voulait peindre le moment le plus drama possible. Finalement, il a choisi de peindre le sauvetage parce qu'il y a un truc qui se passe en 2 temps en fait. Un, les mecs sur le radeau ont vu l'autre bateau, l'Argus, depuis le radeau. Ils l'ont vu au loin, mais genre vraiment hyper loin. Et ils ont cru à ce moment-là qu'ils étaient sauvés. Mais l'Argus, et surtout dans la mesure où, je rappelle, il ne les cherchait pas, ne les a pas vus, donc il a continué sa route. Donc il y a eu une espèce d'effet qui se coule, de wow le bateau, on est sauvé, wow, mais on n'est plus du tout sauvé. Et c'est cet ascenseur émotif-là d'enculé qui était suffisamment drama pour lui. Le public connaît bien les circonstances du naufrage et bien qu'il ait cherché à faire un truc hyper réel, il a choisi de rajouter quelques effets drama qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Genre il a mis plus de survivants qu'en réalité sur le radeau. En fait c'était pour créer une espèce de misère, de pyramide. Là c'est vraiment pour l'aspect esthétique pur et dur du tableau. Euh, il a mis le temps, c'est compliqué.
le temps qu'il y a, enfin le temps, c'est-à-dire la météo qu'il y a dans la peinture, c'est grosse tempête. Sauf qu'en fait, on sait, d'après les récits, que c'était pas du tout la grosse tempête. La mer était toute calme, il y avait du soleil, et c'est pas du tout ce qu'il y a sur la peinture. Donc, il clame quand même une volonté de réalisme sur les cadavres, mais en fait que sur ce qu'il veut. Hein. Donc pendant 2 ans, il peint énormément d'études pour son tableau. Donc vraiment des études, des dessins, des brouillons, des études préparatoires sous forme de peinture. Donc il y a énormément de contenu qui sont répartis aujourd'hui un peu partout en France. Des brouillons assez classe quand même, on va se le dire. Théodore, il a également l'habitude de faire poser ses amis. D'ailleurs, on peut observer Eugène Delacroix dans L'homme au premier plan, face contre le radeau. Le mec cale ses potes en mort. Son assistant, Jamard, pose pour non seulement le personnage nu au premier plan, tout au bord, là, celui qui est proche de tomber dans l'eau, mais aussi pour 2 autres personnages. Grâce à ses brouillons, il sait à présent comment il veut disposer les personnages sur son radeau, sur le tableau. Il peint avec une peinture qui sèche dans la nuit. Donc il a relativement passé et repassé et repassé sur ses couches. C'est pourquoi il décide de faire poser les personnes en fait les unes à la suite des autres et non peindre un groupe dans sa totalité. C'est important de le préciser car sa technique en fait est complètement à contre-courant par rapport à ce qui se fait. Dans les ateliers, on faisait venir des groupes de modèles et on esquissait vraiment les positions de corps, etc. On travaillait sur du groupe. Là, le mec fait son travail tout seul de son côté. On passe à la description de l'œuvre en elle-même. Le fait que la toile soit extrêmement grande, quasiment 5 mètres sur 7 mètres, en fait quand vous êtes au Louvre, quand vous passez la Joconde, vous allez dans la grande galerie, vous tournez à droite pour aller voir la Joconde, vous passez derrière le mur de la Joconde, vous arrivez dans un autre petit couloir, là vous tournez sur votre gauche et vous allez arriver dans la salle des grandes peintures françaises et le tableau est là. Il est immense, 5 mètres sur 7. Cette taille, ça fait que les personnages en fait ça donne une sensation d'échelle humaine. On arrive plus facilement à s'identifier, ce qui aide à projeter l'authentisme, la véracité que voulait Géricault. On peut voir dans l'œuvre une construction en 3 pyramides. Alors attention, c'est parti, c'est complexe. Et non pas le jeu pyramide. Il y a un premier tas au premier plan qui a tendance à nous montrer l'enfer vécu sur le tableau pendant les 13 premiers jours. D'accord ? C'est comme une pyramide qui symbolise le passé. Un vieil homme qui tient le cadavre de son fils, un autre qui pleure de rage et de désespoir, encore un corps, on voit pas trop les jambes, genre pour rappeler le cannibalisme, bon, c'est la pyramide du fun, hein, on peut se le dire. La pyramide centrale, dont le mât domine l'ensemble, on peut considérer que c'est une phase plutôt du présent du radeau. Il y a encore des vivants qui s'accrochent le plus possible à ce qui se passe en ce moment, qui sont dans un potentiel futur et la possibilité d'être sauvés. Voilà. On peut le dire en d'autres termes, 3 salles, 3 ambiances. C'est justement ce qui crée une telle dynamique, ce qui rend la peinture aussi satisfaisante à l'œil, sans forcément s'en rendre compte en fait. C'est qu'elle respecte la règle des tiers. Je vais vous expliquer parce que comme ça, effectivement, ça fait un peu bâtard. En fait, que ce soit aussi horizontalement que verticalement, c'est découpé en 3. Regardez l'horizon pour la mer. Il est aux 2 tiers. Prenez l'homme aussi qui appelle le bateau. Il est au 1er tiers en partant de la droite. Là où le haut du mât découpe un autre tiers. Le tableau est en fait comme quadrillé. Sur la manière de peindre en elle-même, Géricault peint de manière très sombre pour accentuer l'aspect dramatique de son œuvre, pour enfiler. Excusez-moi les morts, je voulais dire pour amplifier la pâleur des morts. C'est le principe même en fait du clair-obscur. C'est un thème un peu bâtard quand on dit voilà, ceci, c'est clair-obscur et tout ça. En fait, simplement, plus on fonce quelque chose, c'est le contraste en fait, plus la chose qui va être éclairée, qui va être claire, va avoir l'air encore plus claire. C'est le principe même, et je pense que vous voyez bien avec les logiciels Insta maintenant, quand on force le contraste, effectivement, ça va dans ce sens. Ben, c'est ce qu'il faisait, mais sans Insta, avec sa main et son pinceau, voilà. Dans les détails à retenir, certains personnages en fait ont des bandages. Si vous regardez bien, si vous avez la chance de voir l'œuvre directement au Louvre ou merci Google, vous verrez qu'il y a des tissus sur les pieds, notamment le personnage qui est au premier plan à gauche. Et au moment de la peinture, certains ont sous-entendu que c'est, ou en tout cas créé une rumeur, hein, on fait les putes, pour dire que Géricault ne savait pas peindre les pieds et les mains. Mais en fait, c'est du gros bullshit. C'est parce que ce sont les survivants qui ont expliqué qu'afin de protéger les extrémités du sel et de la mer, ils portaient des tissus. Regardez par exemple, si vous restez des heures dans votre bain, vous avez les doigts
complètement en trou de cul là, ok? Et là, il n'y a pas de sel. Alors imaginez quand vous restez 13 jours au contact de la flotte. Bon, ben peut-être vous n'avez pas envie de perdre vos doigts ni vos pieds. Voilà, donc vous mettez des petites chaussettes. Certains historiens, pas moi, trouvent la peinture dans sa manière de dépeindre les hommes vachement académique. Académique, quand on dit c'est académique, c'est vraiment très classique, voire un peu chiant. Voilà, on est dans un moment où on est romantique, on essaie de faire le mec qui surfe sur la nouveauté, et finalement, si on veut faire de la nouveauté, pourquoi on reprend des codes de la peinture d'avant, d'accord? C'est comme qu'aujourd'hui, quand on dit waouh, c'est tellement 2019, c'est pareil, peindre de manière académique, c'est trop le temps d'avant, de l'époque, comme dirait Candice. Et, et quand on peint des personnages et qu'on peint de manière académique, en fait, ça refait un petit peu trop, guillemets, héros grec. Fermez les guillemets. Donc trop classique. Ils trouvent par exemple qu'ils sont trop musclés. À titre personnel, étant historienne aussi moi-même, je trouve pas qu'ils ont l'air musclés. Je trouve vraiment qu'ils ont l'air décharnés. On sent bien qu'ils sont au bout de leur life. Ils sont vraiment sur une saison Koh-Lanta à bouffer de la coco et un chien mou derrière les cocotiers. Ok. Les gens de l'époque trouvent que quand même, ils n'ont pas l'air assez décharnés, qu'ils ont l'air un peu de péter le feu et que la famine ne se voit pas assez sur leur corps. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on part sur la conclusion. Sachez que la peinture va disparaître. Oui, 3% de la surface est peinte avec de l'oxyde de plomb et du bitume. Alors 3% c'est pas beaucoup, mais le problème c'est que ça n'a jamais séché. Donc en fait ça s'est propagé depuis 200 ans. La peinture a eu 200 ans il y a 2 ans, bon anniversaire. Et en fait ça s'est propagé depuis ces 202 ans. Donc ce que ça fait, on va pas partir sur un cours de chimie parce que j'ai fait L, je rappelle, et puis de toute façon ça fait un peu chier, mais ça bouffe la peinture. Ça la bouffe en la noircissant au fur et à mesure. Donc ça accentue encore plus ce que voulait Jéricho, hein, mais ce qui se passe, c'est qu'elle va finir par être totalement noire. Et aujourd'hui, il y a 18 couches de vernis sur la peinture pour la protéger. Ça continue quand même à progresser. Et donc, on flippe. Et sachant qu'on sait ça depuis très longtemps, et depuis quasiment 1860, il y a une copie qui a été faite, qui est actuellement à Amiens, et qui attend, sur le banc de touche, de partir en remplacement. Ensuite, on aime bien les potins. On fait genre et tout, mais on adore. Ok, donc on va partir sur des potins. Théodore, il est mort à 32 ans, ce qui est relativement jeune. Mais après sa mort, en fait, le tableau ne trouve pas preneur. En même temps, qui a un mur pour mettre une peinture de 5 mètres sur 7? Pas beaucoup. Et du coup, on pense à la découper en morceaux pour la répartir entre plusieurs personnes. Bon, dit comme ça, moi je sais que quand je l'ai appris, c'est l'effroi qui s'est emparé de moi. Ça ne s'est pas fait, on le constate. Finalement, c'est un ancien pote à lui, enfin ancien, vu qu'il est mort, hein, qui l'a racheté, et en faisant une petite conversion, hashtag règle de 3, et en fait il l'a racheté pour quasiment 120 euros, plutôt que la peinture finisse sur une espèce de le bon coin local. En 1939, autre potin, en 1939, il y a les Allemands qui arrivent, et donc on a peur pour les œuvres. Donc on veut cacher les grandes œuvres. Et cette œuvre-là, notamment, va partir à Chambord. Et sauf qu'ils ont fait les gros glands quand ils l'ont déplacé, c'est que le haut de la peinture a touché les câbles du tram. Déjà, il y a quelque chose qui a touché le haut de la peinture. Mais pire que ça, c'est qu'ils ont tellement bien touché les câbles que ça a tout fait péter au point où tous les plombs de Chambord ont sauté. Merci les génies pour le prix Nobel, faudra penser à envoyer un courrier. Et enfin, et on va finir là-dessus, j'aime penser que le personnage principal de cette toile, qui est le personnage tout en haut de la pyramide centrale, le personnage noir, que ce personnage, pour moi, représente la liberté. Parce que la liberté dans une critique de l'esclavagisme, d'accord? C'est le seul qui est dynamique, c'est le seul qui a un regard vers le futur, c'est le seul qui a un regard vers l'espoir, et c'est le seul qui est leader de ce groupe. Et dans ce sens, j'ai l'impression que cette peinture est une critique ouverte de l'esclavagisme, et que Jéricho, avec ce personnage qui était son ami, en le plaçant comme ainsi à l'honneur dans une peinture aussi grande à échelle humaine, il fait un gros doigt à tous les esclavagistes. Et ça, j'ai mal pensé. Sur ce, XOXO, à prochain, voilà, ça y est, on ne sait plus parler français, tout va bien? Au prochain podcast.